brillante présentation. Je pense qu'on va laisser les questions pour la fin, pour ne pas prendre beaucoup plus de retard. Et je passe la parole à mon co-modérateur, Sibouzienne, pour présenter le prochain orateur. Merci, Dr Maliki. À mon tour de remercier donc le professeur Hinseran de m'avoir permis de co-modérer cette session sur la pathologie des voies aériennes. Je voudrais dire aussi un mot pour la féliciter, elle et son comité d'organisation, pour la qualité de ce congrès international de pathologie respiratoire. Je voudrais aussi vous dire aussi que Madame la professeure Hinseran ne ménage aucun effort pour élever la pneumologie au niveau de la région d'Agadir. C'est vraiment tout à son honneur. Voilà. Donc, c'est à mon tour donc, de présenter donc, le prochain orateur. Il s'agit du docteur Rudy Péché, qui nous vient donc de Charleroi, chef de département de pneumologie au CHU de Charleroi en Belgique, et il était président de la Société belge de pneumologie. À vous, docteur Rudy Péché, en espérant que vous respecterez l'horaire imparti. Merci. D'accord. Merci. Bonjour à tous. À mon tour également de remercier bien entendu d'abord le professeur Serran pour sa gentille invitation. C'est la deuxième fois que je viens vous voir à Agadir et je suis frappé par l'accueil, la bonne ambiance et c'est vraiment un plaisir pour moi d'être là. Je remercie bien sûr les modérateurs et le comité organisateur également pour la mission qui m'a été confiée. Donc je viens effectivement du sud de la Belgique, très facile, une liaison directe Ryanair Agadir-Charleroi. Je suis préposé aujourd'hui à vous parler des petites voies aériennes, non seulement en BPCO, en pré-BPCO, mais aussi en asthme. Voici mes conflits d'intérêts. Je suis orateur régulier pour les firmes représentées ici et je participe aussi en Belgique à leurs advisory boards. Le plan de mon exposé est le suivant. Je vais bien sûr faire un rappel de ce dont on va parler exactement et puis comment mettre en évidence cette atteinte des petites voies aériennes. Est-ce que ça a un intérêt en pré-BPCO, en BPCO et en asthme? Et puis, éventuellement, comment corriger le tir quand c'est possible, avec quelques preuves d'efficacité. Malheureusement, pas de belles études randomisées, comme discuté hier ou comme montré par mon prédécesseur, avant de conclure. Small airway disease ou small airway dysfunction, donc il s'agit bien sûr de l'atteinte des petites voies aériennes. Et je vais vous montrer qu'elle a un rôle significatif dans la pathogénèse et l'évolution à la fois de la BPCO et de l'asthme, mais qu'elle relève d'une démarche diagnostique et thérapeutique bien spécifique et malheureusement souvent laissée sur le côté. Alors de quoi parle-t-on exactement? Vous le savez, chaque fois qu'il y a une division bronchique, il y a une naissance d'une nouvelle génération. Donc par exemple, on passe de la trachée aux bronches souches, on a une première génération de cet arbre bronchique. Au total, il y a 23 générations et on parle des petites voies aériennes à partir de la 8e génération et on dit souvent que cette zone est silencieuse. Alors pourquoi silencieuse? Parce qu'il faut en général 70 à 75% d'atteinte des petites voies aériennes avant qu'il y ait une manifestation au niveau de la fonction pulmonaire classique et du VEMS en particulier. Et aussi, c'est difficilement visible avec nos techniques classiques d'imagerie ou encore ce n'est pas atteignable par des biopsies. Pratiquement, vous voyez qu'on va assister à une diminution, une disparition du cartilage et surtout une augmentation de la superficie représentée par ces petites voies aériennes. Donc c'est silencieux, mais ça a un intérêt parce que ça touche bien entendu une grande superficie de ces voies aériennes. Et tout ce qui est petites voies aériennes est par définition inférieur à 2 mm de diamètre. Alors, comment mettre en évidence une atteinte des petites voies aériennes? Il existe des tests multiples. À gauche, vous avez des tests qui sont essentiellement basés sur de l'imagerie ou de l'endoscopie couplée à une tomographie et l'utilisation de lumière infrarouge. Ce sont des techniques chères, ce sont des techniques
qui nécessitent soit une irradiation du patient, soit l'utilisation de particules radiomarquées, donc utilisables en études, mais pas en pratique courante. Et à droite, ce sont des tests plus fonctionnels, et je vais détailler certains d'entre eux qui ont été utilisés en fait dans les études que je vais vous démontrer. La spirométrie, bien entendu, j'y reviendrai. On a parlé de l'utilisation du NO en particulier dans l'asthme. Il faut savoir que si vous utilisez le NO exhalé à des débits différents, la mesure du NO exhalé à des débits différents, vous pouvez avoir une différence entre la fraction bronchique et la fraction alvéolaire. L'étude de particules exhalées, très intéressant parce que certaines molécules et protéines vont être libérées et peuvent être récoltées dans l'air exhalé. Technique bien connue il y a quelques années, peu utilisée maintenant, c'est la technique du rinçage des gaz inertes, en particulier du N2, et qui, en fonction de la vitesse après inspiration où l'air est expiré, va permettre de déterminer si oui ou non il y a une atteinte des petites voies aériennes. La plétismographie, en particulier le volume résiduel, et aussi le volume résiduel par rapport à la capacité pulmonaire totale, est une bonne indication d'une atteinte des petites voies aériennes. Et plus en détail, je reviendrai sur l'oscillométrie. En général, on utilise la partie gauche du tableau. J'essaie. Donc habituellement, on utilise dans la courbe expiratoire la fraction expirée entre 25, 50 et 75% de l'air expiré, mais cette technique, quoique fort utilisée, est quand même dépendante de la capacité vitale forcée et moins bien reproductible. Donc certains auteurs proposent de mesurer plutôt le volume expiré à 3 secondes à 6 secondes, et le rapport volume expiré 3 secondes sur volume expiré 6 secondes est un meilleur indicateur plus reproductible de l'atteinte des petites voies aériennes. La technique d'oscillométrie consiste en respiration calme, possible à la fois chez l'enfant, chez l'adulte ou chez le vieillard, d'ajouter des ondes de pression de type oscillométrique sur la respiration courante et d'étudier la réaction pulmonaire, l'impédance pulmonaire, à la fois les résistances mais aussi l'élastance, la réactance du poumon. On utilise en général un speaker, donc des ondes sonores qui sont rajoutées via le pneumotachographe à l'air inspiré avec des pressions différentes mais aussi des fréquences différentes, 5 Hz et 20 Hz en général. Alors 20 Hz et haute fréquence mesurent l'impact sur les voies aériennes de gros calibre, tandis que les basses fréquences mesurent l'impact sur les voies aériennes de tout l'arbre bronchique. Et donc, en faisant la soustraction des grosses voies aériennes à l'ensemble des voies aériennes, vous avez l'impact sur les petites voies aériennes qui se définit donc par R5 moins R20. À droite, vous avez l'illustration en haut de l'augmentation des résistances entre les hautes fréquences et les basses fréquences, témoignant de l'atteinte des petites voies aériennes, et en bas, l'impact sur l'impédance, l'élasticité pulmonaire avec l'air sur la courbe AX et la valeur X5 qui devient de plus en plus négative si le poumon a une atteinte des petites voies aériennes. Donc, alors qu'à gauche, l'image obtenue par oscillométrie est plutôt normale avec une forme qui est décrite de clarinette, vous voyez qu'à droite, l'image est tout à fait différente, se présente sous la forme d'un haut-parleur avec augmentation des résistances vers le haut et valeur plus négative de la réactance. Alors, pourquoi ça a un intérêt en particulier dans la BPCO et dans la pré-BPCO? Parce que la situation actuelle est celle-ci. On fait le diagnostic de la BPCO en général assez tardivement, lorsque la fonction pulmonaire est déjà fortement atteinte, puisqu'il faut avoir alors un syndrome obstructif bien établi et que les symptômes sont déjà là, donc on intervient relativement tardivement. Le but, bien entendu, c'est d'être capable de dépister cette pathologie bien plus précocement, avant que les symptômes n'apparaissent et avant que les effets délétères de l'inflammation locale ne soient réels.
Nous avons pour ça, pour mettre en évidence l'atteinte des petites voies aériennes en BPCO, plusieurs études. Celle-ci, c'est une étude qui est faite sur des morceaux de poumons retirés lors de lobectomie ou de pneumectomie pour des gens qui doivent être opérés et qui sont analysés ensuite en termes d'atteinte de voies aériennes de petit calibre, qui mettent en évidence ici que ces voies aériennes sont de plus en plus altérées en fonction du stade de la BPCO, et que dans ces petites voies aériennes, en général des bronchioles terminales, non seulement il y en a de moins en moins en passant de stade BPCO 1, 2, 3 vers 4, mais en plus elles sont altérées, elles sont épaissies et souvent obstruées. La technique d'oscillométrie permet évidemment de mettre en évidence aussi cette atteinte des petites voies aériennes en fonction du stade de la BPCO, mais elle est bien corrélée au questionnaire et à l'évaluation clinique de la BPCO, telle que par 4 ou par score de Saint-Georges. Donc il y a une bonne corrélation entre les résultats de l'oscillométrie et l'atteinte clinique. Les patients pré-BPCO, je vous rappelle que les patients pré-BPCO sont définis par une fonction pulmonaire qui ne met pas en évidence d'obstruction. Par contre, il peut y avoir des troubles de la diffusion ou éventuellement des modifications au scanner. Eh bien, vous voyez qu'en termes de bronchiole terminale, de bronchiole de transition et d'attache alvéolaire, les patients pré-BPCO font aussi mal que les patients BPCO, alors qu'il n'y a pas encore d'atteinte au niveau de la spirométrie classique. Vous voyez ici que ces analyses anatomopathologiques sur pièce opératoire mettent en évidence que les pré-BPCO sont déjà malheureusement fortement atteints. Est-ce que ça a une importance pronostique? Oui, effectivement, ça en a une, parce qu'ici, par la technique donc, de spirométrie où le 23 secondes par rapport aux 26 secondes est analysé et permet de déterminer deux groupes de patients, un groupe de patients qui n'a pas d'atteinte des petites voies aériennes et un groupe de patients qui a une atteinte des petites voies aériennes. Vous voyez que ceux qui ont une atteinte des petites voies aériennes font nettement moins bien en termes d'évolution de leur pathologie, arrivent à présenter plus d'exacerbations, à avoir plus d'emphysème et à avoir une qualité de vie bien médiocre. Il en est de même pour la survie. En BPCO, il a été démontré effectivement que les patients qui présentent une atteinte des petites voies aériennes, en particulier une obstruction de celle-ci, au plus l'obstruction des petites voies aériennes est sévère, au plus leur survie est diminuée. Donc en BPCO, nous avons des données qui mettent en évidence que l'atteinte des petites voies aériennes existe, qu'elle s'aggrave avec le stade de la BPCO, qu'elle est un bon reflet de la qualité de vie et des questionnaires du patient, qu'elle peut être de valeur pronostique et prédire l'augmentation des exacerbations, voire la mortalité des patients. Dans l'asthme, qu'en est-il? Là aussi, les techniques d'oscillométrie permettent de mettre en évidence qu'il y a une atteinte des petites voies aériennes qui existe dans tous les stades de l'asthme et qui augmente avec la gravité de cette pathologie asthmatique, et qu'il existe en général 50 à 70% d'atteinte de ces petites voies aériennes chez les patients asthmatiques. Il y a une grosse étude qui a été présentée, qui est l'étude Atlantis, qui est une étude internationale. Vous voyez les pays en bleu représentés ici qui ont participé à cette étude et qui a veillé à essayer d'identifier les tests diagnostiques qui caractérisent le mieux l'atteinte des voies distales et de déterminer la prévalence de cette atteinte parmi ces patients asthmatiques enrôlés. Il y a eu plus de 700 patients enrôlés dans cette étude, et de voir si effectivement cette atteinte pouvait caractériser le type d'évolution des patients asthmatiques. Donc vous voyez ici en gauche qu'effectivement cette étude a confirmé aussi que tous les stades de l'asthme étaient touchés par l'atteinte des petites voies aériennes, que différentes techniques mettaient en évidence une augmentation de la fréquence de l'atteinte par rapport aux différents stades, mais que déjà au stade GINA1, entre 20 et 41% des patients avaient une atteinte des voies pulmonaires de petite taille. Mais ce qui était très intéressant, c'est que 91% d'entre eux, si vous cumuliez plusieurs tests, à la fois l'oscillométrie, la spirométrie classique et des mesures par exemple de scanner, 91% d'entre eux avaient une atteinte des petites voies aériennes. De manière intéressante, ces patients asthmatiques qui avaient une spiro normale, chez qui on mettait en évidence une atteinte des petites voies aériennes, par exemple par oscillométrie,
avaient plus d'exacerbations, 42% versus 11%, plus de visites aux urgences, 11% versus 1%, plus de réveils nocturnes. Donc, même avec une fonction pulmonaire normale, la mise en évidence d'une atteinte des petites voies aériennes vous permet effectivement de mettre en évidence une population plus à risque qui nécessite un traitement probablement plus intensif ou différent. À propos de traitement, y a-t-il moyen de cibler les petites voies aériennes? Vous savez qu'il y a des orateurs à l'ERS en général, c'est le professeur Ousmani. À l'ATS en général, c'est Monica Kraft qui parle de ça. Vous savez qu'en fonction de la taille des molécules, de l'inhalateur utilisé, vous avez des dépositions qui peuvent être fort différentes. Les grosses molécules s'impactent facilement dans la gorge. Les petites molécules inférieures à 1 micron, en général, n'ont pas le temps de se déposer. Donc l'idéal, c'est d'avoir une fraction de particules fines qui est quand même suffisante pour avoir une déposition par sédimentation. On parle aussi de diamètre aérodynamique massique médian. Par exemple, si je prends ici un exemple au hasard de mométasol en poudre, vous avez un diamètre aérodynamique de masse médian à 3,7 microns. Ça veut dire que 50% de l'aérosol consistera en un aérosol de molécules qui ont plus de 3,7 microns et 50% auront moins de 3,7 microns. Et donc vous voyez qu'on se retrouve avec des molécules comme ici le budesonide en inhalateur en poudre qui ont un MMAD à 4 microns et la beclométasone en HFA à 1 micron. Donc en fonction des molécules que vous choisissez, vous pourrez atteindre effectivement plus facilement les petites voies aériennes. Mais attention, ça ne suffit pas. Il n'y a pas seulement le MMAD et la fraction des particules fines, il y a aussi non seulement la compliance du traitement, mais la manière dont ce traitement est utilisé. Vous savez que les patients sont très fantaisistes et qu'en général, dans 50% des cas, il y a des erreurs dans l'utilisation des inhalateurs. Néanmoins, est-ce qu'on a des résultats cliniques à la fois en BPCO et en asthme si on utilise des petites molécules par rapport à des grosses molécules et si on essaye de cibler plutôt les petites voies aériennes? On a d'abord démontré, bien entendu, qu'en utilisant des petites molécules, des particules qu'on appelle extra fines, ici c'est un exemple de beclométasone formotérol en formulation extra fine, vous aviez un effet positif sur les résultats de l'oscillométrie, un effet positif sur les résultats spirométriques de volume résiduel par rapport à la capacité pulmonaire totale et une amélioration du CAT. C'est bien, mais on préfère ceci, c'est-à-dire une comparaison entre des particules fines et des particules extra fines dans cet effet ouvert de 12 semaines. Malheureusement, un petit groupe de patients. Des patients naïfs ont reçu un corticoïde inhalé en particules extra fines versus un corticoïde inhalé en particules fines. Donc c'est ici de la beclométasone HFA versus beclométasone CFC. Vous voyez qu'il y a un effet significatif sur les résultats de l'oscillométrie, mais par contre pas sur le VEMS. Donc si vous n'utilisez que le VEMS pour mesurer l'effet de vos molécules, comme je vous l'ai dit en introduction, vous risquez de le rater. Donc il est intéressant alors de mesurer votre effet avec des techniques qui démontrent et qui peuvent effectivement mettre en évidence cette atteinte. Omar Ousmani avait présenté aussi au moment de la sortie du Respimat la comparaison entre les résultats d'un tiotropium utilisé en poudre versus un tiotropium utilisé dans un Respimat. Et vous voyez qu'effectivement, en effet, au niveau des petites voies aériennes, le Respimat, qui contient une haute dose de particules fines versus une dose plus faible dans le HandiHaler, donc dans l'inhalateur en poudre sèche, avait un effet significatif sur la modification des valeurs d'oscillométrie et un effet significatif ici sur la fonction pulmonaire démontrée par le VEMS. Enfin, cette étude hollandaise, hier on a déjà présenté 2-3 études hollandaises, aujourd'hui en voici une supplémentaire qui a inclus 1300 patients et où 2 formules de cyclésonide cette fois-ci ont été comparées chez des patients asthmatiques, cyclésonide en extra fin versus cyclésonide non extra fin. Vous voyez que les particules extra fines ont mis en évidence une diminution des exacerbations sévères chez ces patients, une diminution
de l'utilisation des courtes durées, une augmentation de l'amélioration du contrôle, et ça en plus en utilisant des doses nettement inférieures de corticoïdes inhalés. Donc ça, c'est un point très important aussi que je n'ai pas le temps d'aborder, c'est la corticophobie des patients, mais aussi des parents ou de certains prescripteurs. En utilisant des particules extra fines, vous pouvez avoir des résultats similaires, voire meilleurs, en utilisant moins de corticoïdes inhalés. Il existe une méta-analyse que voici, qui met en évidence effectivement que le contrôle de l'asthme est meilleur, quoiqu'il y ait certaines études qui n'auraient pas été acceptées dans la présentation de M. Bridevaux hier. Mais donc, en moyenne, la méta-analyse met en évidence une amélioration de la clinique et une diminution du nombre d'exacerbations de 16%. On est loin des 50 à 60% de diminution des exacerbations de l'orateur précédent. Néanmoins, il y a des différences qui sont significatives. En conclusion, j'espère par cette petite synthèse rapide, avoir pu vous démontrer que l'atteinte des petites voies aériennes, la dysfonction des petites voies aériennes est présente non seulement en pré-BPCO, mais aussi en BPCO et en asthme, que ces petites voies respiratoires sont le site de développement précoce de ces maladies, et pas seulement, on en parlera peut-être plus tard dans l'atteinte interstitielle aussi, qu'elles sont corrélées avec les symptômes, la qualité de vie, les exacerbations et la survie, en tout cas ça a été démontré en BPCO, qu'il existe des outils qui peuvent détecter et étudier les petites voies aériennes et que le ciblage et le traitement de ces petites voies aériennes peut modifier la progression de ces pathologies, doit être pris en compte dans le choix thérapeutique proposé. Donc il ne s'agit pas de choisir seulement les molécules, il s'agit de choisir l'inhalateur et puis peut-être aussi la taille des molécules chez des patients chez qui vous auriez suspecté et pu mettre en évidence une atteinte des petites voies aériennes, mais ça n'est pas encore dans le GINA 2024, peut-être 2025. Je vous remercie pour votre attention. Merci, docteur Rudy Péché, de nous avoir présenté donc, cette session sur les petites voies aériennes de l'après-BCO à l'asthme. Je pense qu'on va laisser les questions après la prochaine oratrice qui va nous être présentée par le docteur Alaoui.